Bonjour, alors aujourd'hui je me consacre à la deuxième unité de ce chapitre 4 que j'ai commencé par une première unité qui était consacrée à Monteverdi. J'avais montré dans cette unité une suite d'accords de quinte, c'est-à-dire une suite d'accords parfaits, mineurs et majeurs. J'avais pris l'exemple en Ré mineur, j'avais pris comme exemple la Sestine, qui est un madrigal de Monteverdi, et j'avais montré ça, l'accord de Ré mineur à l'état fondamental, Ré fa la, suivi, certainement pas comme ça, évidemment, de Do mi sol, puis de Si bémol Ré fa, puis de La Do dièse Mi. C'est-à-dire un parcours qui va de l'accord de tonique à l'accord de dominante. Autrement dit, quelque chose qui est un repos sur dominante, pourrait-on dire, et qui passe par les degrés conjoints, à partir de Ré la tonique en allant vers là, qui opère une descente diatonique, Ré, Do, Bécard, donc harmonisation de ce qu'on pourrait appeler, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, ça n'a pas de nom particulier, ça n'est plus la sensible étant Do dièse. Ici on a affaire à quelque chose qui pourrait être, allez, on pourrait l'appeler, pourquoi pas, sous-tonique. Il existe bien la sous-dominante, pourquoi ne pas s'appeler la sous-tonique? Je pense que c'est un nom assez adapté, c'est-à-dire le ton entier sous la tonique. Voilà. Puis le sixième degré Si bémol, puis le La dominante. Voilà. Alors ça c'était mon premier point de départ. J'y tenais particulièrement, et alors attention, je reprécise, mais je l'avais déjà dit, qu'il n'y a pas de quinte consécutive. Ce que j'ai fait là sont bien des accords de quinte et donc des quintes consécutives, mais chez Monteverdi, évidemment, ce ne sont jamais vraiment des quintes consécutives, puisqu'à chaque fois, à l'arrivée de chaque accord de quinte, est intercalé un accord intermédiaire, qui souvent est une sixte, et qui introduit ça. Voilà. Peu importe, je ne vais pas recommencer tout ce que j'ai déjà fait. Alors simplement, maintenant, j'aborde la deuxième étape, qui est extrêmement importante, qui est une étape, vraiment une étape importante, c'est-à-dire que c'est un changement d'écriture, et à cet égard, des fois, bon, je ne sais pas si j'ai vraiment raison, mais je parle d'un premier système tonal, d'un premier tonal, en parlant de Monteverdi, parce qu'en effet, ces enchaînements d'accords, qui sont des enchaînements d'accords fondamentaux, vont un peu disparaître de la circulation, et vont laisser à la place, non pas à des accords de quinte, mais à des accords de sixte. Et c'est ce que je veux montrer. Donc il y aura trois objets dans tout ce chapitre, trois objets contenus dans le même enchaînement, qui va générer à chaque fois ces éléments. C'est les sixtes consécutives, l'ensemble des sixtes consécutives. Sur l'exemple de Monteverdi qui lui est en quinte, ce seront donc des sixtes, à partir dès la première moitié du XVIIe siècle. Nous verrons un compositeur italien, un certain Cavalli, de la première moitié du, je sais qu'il est né, je l'ai noté d'ailleurs, il est né en 1602, donc il est postérieur à Monteverdi qui lui était né au siècle précédent, en 1602, c'est quelqu'un qui a vécu vraiment dans la première moitié du XVIIe siècle. Donc j'énonce ces trois éléments contenus dans le même, la succession des sixtes au lieu des quintes, puis le chromatisme qui va apparaître là-dedans, et c'est un élément extrêmement important pour moi et qui permet ensuite, qui va se développer pendant tout le XVIIIe siècle et le XIXe siècle, qu'on va trouver chez Wagner. Donc c'est un fil continu très très important. Et puis troisième élément, c'est l'apparition de la fameuse sixte augmentée, qui dans un premier temps, chez Cavalli notamment, sera la sixte augmentée bien nommée italienne, puisqu'il s'agit de la musique italienne, et qui ensuite aura des développements qui donneront la fameuse sixte augmentée dont j'ai déjà parlé, qu'on appelle sixte augmentée française, puis sixte augmentée allemande. Mais la sixte augmentée allemande, elle en est déjà assez loin de ses premiers modèles. Voilà. Alors donc je vais parler ici, déjà je ne vais pas citer l'œuvre, je vais la citer dans quelques minutes, mais je vais déjà montrer tout simplement, moi, ici, sur le tableau, l'enchaînement dont je veux parler, et j'invite tout le monde à être très attentif à cet élément-là. Pourquoi? Parce que cet élément très simple que je vais écrire quelque chose de vraiment très simple, qui est fait de 1, 2, 3, 4, 5 accords, qui sont des accords très très simples, cet élément-là, c'est cet élément-là qui va avoir tant de développement. Donc je demande à tout le monde de bien l'observer, de s'en imprégner, de le réécrire, etc., etc. Je précise tout de suite, j'aurai l'occasion de le développer bien ultérieurement,
que cet enchaînement est en mineur. Je dis bien en mineur, il n'existe pas, enfin il existe, s'il existe, attention, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, il n'existe pas en majeur. S'il existe en majeur, notamment dans les exemples de chorélie que je montrerai dans cette unité en fin d'unité. Mais le modèle essentiel est en mineur, voilà. Et les développements majeurs, on les trouvera chez Schubert et Wagner plutôt, finalement. Mais attention, on va les trouver chez Corelli, mais sous une forme plus, si j'ose dire, plus classique. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais enfin plus conforme au modèle initial. Alors donc, je précise bien, ça est très important, et c'est en mineur. Je vais proposer comme tonalité, une tonalité qui va être extrêmement fréquentée au XVIIe siècle, qui est Ré mineur. Ré mineur, décidément je suis un peu bavard, Ré mineur est plus important que Do mineur. Hein, notre tonalité de référence est Do majeur, donc volontiers on se réfère à Do mineur. Et bien Do mineur au XVIIe siècle a été très utilisé, loin de moi l'idée de dire pas du tout Do mineur, mais Ré mineur est encore plus important puisque c'est un reste du grand modèle de ce qu'on a appelé, qui vient du chant grégorien, de la musique grégorienne. C'est le premier mode, ce qu'on a appelé le premier mode de l'Église, il fut un temps. C'était parmi les 8, ou plutôt les 4, je ne vais pas développer ça, les 4 modes grégoriens, le premier est celui qui avait le plus de prestige. Aussi le mode qu'on a appelé le mode dorien. Voilà. Donc là, il n'est pas question de dorien, il est question de musique tonale. Donc pas de dorien, le dorien n'a rien à voir là-dedans. Mais le ton de Ré, j'ai bien dit le ton, je ne parle pas du mode, le ton a gardé ce prestige. En plus de ça, il y a des instruments où le Ré est très important. Je vais parler bien sûr du violon. Chez Corelli et chez les Italiens, le violon était d'une importance extrêmement grande, faramineuse, une importance. Le violon est central chez Vivaldi, chez tous ces gens comme Corelli. Le violon est très très important. Or, une des cordes du violon, comme chacun le sait, c'est la corde de Ré, la corde à vide. Donc, jouer en Ré, pour un violoniste, c'est particulièrement adapté à l'instrument. En plus de ça, il y a une autre corde qui est le La, une autre corde à vide, qui est la dominante. Donc, le violon a déjà 2 cordes pour Ré majeur ou mineur, qui sont la tonique et la dominante. C'est aussi une des raisons de l'importance de la tonalité de Ré mineur au XVIIe et XVIIIe siècle. Ceci étant dit, j'écris. Alors, ah oui, autre petite chose, après j'écris, c'est promis. On sera à 3 voix. On n'est plus à 4 voix. Les 4 voix sont encombrantes pour cet enchaînement, même très encombrantes, gênantes. Donc cet enchaînement est pensé à 3 voix. Ça, j'insiste beaucoup. Un enchaînement à 3 voix. Donc on oublie, pour l'instant, on oublie les 4 voix. Et je vais l'écrire... allez, je vais l'écrire sur 2 portées, parce que... Non, j'ai envie de l'écrire sur une seule portée. Parce qu'il n'y a comme il n'y a que 3 voix, je vais l'écrire sur une seule portée. La basse, comme chez Monteverdi dans ses accords de quinte, est la même, c'est Ré. Alors je vais en mettre 2 Ré. Enfin, je ne mets pas de liaison, peu importe, je vais en mettre 2, ça m'arrange. Peu importe, j'expliquerai pourquoi après, mais c'est donc Ré, la tonique. Puis la descente, diatonique, Do. Mais j'ai déjà un réflexe de l'époque, hein, mais bon, je plaisante évidemment. C'est que je n'ai pas écrit le bémol à la clé. Hein. Bon, mais je maintiens, j'écris pas le bémol à la clé. On est bien en Ré mineur, il y a un Si bémol. Hein, mais je vais le mettre sous forme d'altération accidentelle. Mais on est bien en Ré mineur. Donc ça n'est pas la sensible. Je descends en suivant ce qu'on appellera plus tard dans l'histoire de la musique le mineur mélodique descendant, donc Ré, Do, Si bémol, puis La. La, la dominante. Donc c'est un parcours qui va de la tonique à la dominante. Ça, c'est très important. Et on va trouver alors un nombre considérable d'œuvres qui sont écrites avec cette basse au XVIIe siècle. Ce sera, je crois que je l'avais déjà signalé, ce sera des basses de chaconne, de passacaille. On trouve chez Bach d'ailleurs, c'est un peu plus tardif, je parle de Bach qui est au XVIIIe siècle, des chaconnes, on connaît bien la chaconne pour violon seul en Ré mineur. On connaît la passacaille pour orgue, et dans la passacaille pour orgue, par exemple, on a bien, comme dans la chaconne, mais la chaconne c'est moins clair, parce que la basse est modifiée, mais dans la passacaille en ut mineur pour orgue, on a ce qu'on appelle une basse obstinée, c'est-à-dire que la basse reprend sans arrêt, sans le modifier jamais, sauf une fois, je ne sais plus, mais enfin, bon, la basse est toujours la même, on peut dire ça comme ça, est toujours la même, voilà. Alors, c'est le cas ici, et quand on arrive au La, on a une cadence. Par exemple, La, Sol, La, etc., Ré.
Mais l'essentiel est là, dans ce mouvement de tonique à dominante. Donc j'en arrive à écrire les accords. Les accords sont accord de tonique, évidemment. Je vais peut-être même écrire directement l'accord de tonique au départ, sous sa forme simple, accord de 4, Ré, Fa, La, et l'accord de dominante à l'arrivée. La, Do, dièse, Mi. Remarquons bien, alors ça voilà, ici j'avais oublié d'en parler, l'importance considérable, le fait que c'est bien de la musique tonale. Donc l'accord de dominante, j'enlève mon petit gribouillage, l'accord de dominante est bien majeur. Attention, il est hors de question de le penser mineur. Le Do est dièse, accord de dominante, chiffre est dièse. Le Do est bécard ici, parce que cet accord, enfin peu importe l'accord, puisque je ne parle pas encore de l'accord, mais je parle de la note, est en position faible, elle ne fait que passer. Par contre ici, voilà deux accords forts, le premier et le dernier. Ici, il nécessite absolument le Do dièse. Il est hors de question de produire un accord de dominante mineure. Ça, c'est totalement hors de question, c'est le système tonal. Quand l'accord de dominante est en position forte, c'est-à-dire en position cadentielle, en position d'arrivée de phrase, de toute façon, c'est ce que ça veut dire cadence. Cadence, ça vient du verbe latin cadere, qui signifie tomber, c'est-à-dire la chute, le cas aussi, le cas dans la langue, le cas nominatif, etc. C'est la chute, la chute, c'est dans la fin du mot. Voilà, donc là, c'est bien le cas, on pourrait dire, l'arrivée, la chute sur la chute forte, donc ici, il est hors de question que cet accord soit mineur. Il est bien majeur. Alors maintenant, quels sont ces trois accords-là? C'est ça qui m'intéresse beaucoup. Ça, c'est extrêmement clair. Tonique dominante, état fondamental, état fondamental. Mais ici, c'est la même chose que ça, pratiquement, à un petit détail près qui est petit du point de vue de l'écriture, mais qui est considérable, évidemment. C'est la transformation de l'accord de 4 en accord de sixte. Donc cet accord est chiffré 6. Il s'agit bien d'un accord de si bémol majeur. On est bien d'accord. C'est le premier renversement de l'accord de si bémol majeur. Chose que les anciens de cette époque, au XVIIe siècle, ne pensaient pas vraiment. J'insiste. C'est à partir de gens comme Jean-Philippe Rameau qu'on analyse l'accord de sixte Ré facile comme un accord de si bémol majeur et donc comme un accord qui serait un accord du sixième degré. Ça, c'est une vision moderne des choses. À l'époque, on écrivait Ré, Fa, La et la voix de soprano montait sur le Si, créait un accord qu'on trouvait très adapté, qui était Ré, Fa, Si bémol, mais on n'en tirait pas des conclusions plus que ça. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Ensuite, ces trois sons, l'accord de sixte, descendent à leur tour sur les trois sons Do, Mi, La. C'est une descente des trois éléments et j'ai un accord de La mineur. On est bien d'accord que ça c'est un accord de La majeur en tant que dominante forte et ça c'est un accord de La mineur, c'est-à-dire une dominante en partie faible et mineure. Voilà, donc on trouve dans la musique, on trouve l'accord de dominante mineure, mais attention, il est en partie faible et là en plus il est d'autant plus faible qu'il est renversé. Donc je reviens, j'ai bien un accord de Si bémol, un accord de La et là un accord de Sol. Donc encore une fois, une troisième sixte, les trois éléments descendent. J'ai donc 6, 6, 6. J'ai donc 5 et 5, et au milieu 3 sixtes. Alors ça, on ne se lassera jamais de l'observer, parce que c'est d'une importance considérable. Je le redis, je crois que je suis presque un peu lourd à force de le dire, et de le marteler pratiquement, mais j'y tiens particulièrement. Voilà, je le joue, alors voilà déjà le Ré ici, qu'on s'entend bien, Ré. Voilà, répéter ou pas, puis voilà. Or, j'ai bien Ré, Fa, La. Ce Ré, Fa, La, je le fais lentement pour qu'on l'entende bien en séparant les sons, qu'on les entende bien. Après, je le jouerai plus globalement. Voilà, Ré, Fa, La, qui devient Ré, Fa, Si bémol. Voilà. Et cet ensemble Ré, Fa, Si bémol descend conjointement sur Do, puis sur Si bémol Ré, Sol, et enfin sur le moment Do, qui lui est un état fondamental. Voilà. Bon, je le rejoue plaqué dans l'ensemble. Alors, comme je suis à trois voix ici, souvent, alors je le dis, ça c'est aussi très important, souvent la voix de soprano, je tiens par toutes les voix m'intéressent ici, la basse est extrêmement importante, extrêmement intéressante. La voix de soprano aussi, souvent, très souvent, sinon presque toujours d'ailleurs, c'est pas toujours, mais presque, elle monte sur le La.
Donc ici, l'accord est incomplet. Mais la ligne mélodique est La, Si, La, Sol, La. En fait, autrement dit, on passe au-dessus du La, on passe en dessous, on y revient. Cet accord est incomplet, il lui manque le Mi. Voilà. C'est pas grave, c'est pas le problème, je vais pas m'attarder là-dessus, mais des fois, on a aussi division. Par exemple, s'il y a plusieurs instruments qui font chaque voix. Ici, par exemple, la voix intermédiaire, Fa, Fa, Mi, Ré. Le Ré, les instruments se divisent éventuellement, je ne vais pas rentrer là-dedans, ce n'est pas le sujet. Les premiers descendent sur le Do, les deuxièmes montent sur le Mi. Voilà, et créent l'accord complet. Voilà, mais de toute façon, si on est strictement à 3 voix, si on est 3 à le chanter, et ben, ça sera plutôt ça, c'est-à-dire qu'il manquera la quinte. Et n'oublions pas que la quinte souvent résonne naturellement, enfin souvent, toujours, hein, bien évidemment, et que des fois on l'entend quand même. Hein. On l'entend même inconsciemment, hein, mais elle est quand même là. Donc on se passe de la quinte. Pour la correction mélodique, le Sol monte sur le La, le Si descend sur le La. Le Ré, bien sûr, descend sur le Do. Voilà. Bon, ça, je n'insisterai jamais assez pour que chacun le regarde très attentivement. Je le refais. Rien que de jouer ça, on se sent un peu dans cette musique du XVIIe siècle. Voilà. Alors, je vais effacer ça, et je vais parler maintenant de ce fameux Cavalli, qui est donc un musicien qui a vécu, c'est important, ça c'est important dans ces dates, j'ai vérifié que c'était 1602, la date de mort, je ne sais pas laquelle est, peu importe, c'est les années 1670, peu importe, on ne va pas retenir les dates de Cavalli aujourd'hui, voilà, c'est pas le problème. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un musicien de la première moitié du XVIIe siècle. Donc c'est vraiment le début et l'origine de cet enchaînement qui ne va jamais cesser de produire et d'irriguer, si je peux dire, l'histoire de la musique, jusqu'à Wagner compris, sous des formes très elliptiques chez Wagner, j'en parlerai le moment voulu, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Donc ne cherchez pas, je demande un peu à tout le monde, ne cherchez pas ça chez Wagner, vous ne le trouverez pas. Mais c'est en filigrane. Parce qu'évidemment, Wagner ne pouvait pas écrire ça. Ben, il pouvait tout écrire, il écrivait ce qu'il voulait, il l'a fait d'ailleurs. Mais s'il avait écrit ça, bon, ben, c'était un pastiche d'enchaînement du XVIIe siècle, c'était pas du tout son propos, pas du tout, du tout. Mais en filigrane, on le trouve. Donc je le montrerai le moment venu. Alors maintenant, comme promis, je vais citer, mais je vais faire la même chose en fait. Je vais citer le fameux compositeur Cavalli. Donc, qui est un compositeur, je le redis bien, de la première moitié. C'est important de le situer dans le temps parce que pour étudier l'évolution de cette forme, enfin de cet enchaînement d'accords. Première moitié du XVIIe siècle. Avant de le citer lui-même, de citer son œuvre et l'extrait, le très court extrait de son œuvre, je vais les refaire parce que je vais amener les deux éléments que j'ai déjà cités. D'abord, ça nous l'avons déjà fait, l'ensemble des sixtes qui se suivent, les 3 sixtes qui se suivent. Puis là, c'est impressionnant parce que déjà chez Cavalli, on a tout. Puis le chromatisme, puis la sixte augmentée. Donc on a déjà tout dans les années, il faudrait que je regarde exact, je n'ai pas la date, peu importe, ça n'a aucune importance, la date de l'œuvre qu'il a écrite, mais c'est aux alentours des années 1640. Alors je ne vais pas citer l'œuvre, je vais déjà réécrire ça pour montrer où se trouve le chromatisme. D'abord, version sans chromatisme, version avec chromatisme, puis version avec chromatisme et la sixte augmentée. Alors voilà, lui, il est en La mineur, autre tonalité extrêmement pratiquée à l'époque. Voilà ici, je l'écris sur 2 portées. La basse est bien La. Du La, je vais me diriger vers le Mi, chiffré dièse. Nous sommes bien en La mineur. Je suis bien sur l'accord de tonique, et j'arrive à l'accord de dominante. Ici, l'accord est l'accord de 3 sons, La, Do, Mi. Je suis toujours avec mes fameuses 3 voix. Cet accord La, Do, Mi se transforme en accord de Fa majeur, c'est-à-dire cet accord de quinte devient un accord de sixte. On remarque bien que le chiffre 5 et le chiffre 6 sont pour nous, à la période moderne, ce qu'on appelle des chiffrages d'accords, ça veut dire accord à l'état fondamental, accord de premier renversement, mais qu'à l'époque, ça désignait simplement le Mi et le Fa. Ce sont des chiffrages non seulement d'accords, mais aussi des chiffrages d'intervalles. C'est-à-dire non seulement des chiffrages harmoniques, mais aussi des chiffrages purement mélodiques. Et il ne faut pas l'oublier, ça. Voilà.
Donc, je continue. Comme je l'avais fait en Ré mineur précédemment, ces trois voix descendent toutes les trois conjointement. Je passe à Sol, Si, Mi. Donc c'est un accord de Mi mineur, chiffré 6. Ce serait donc un accord de dominante, un accord de Mi, mais mineur, encore une fois en position faible. Puis l'accord de sous-dominante, c'est-à-dire l'accord du quatrième degré, sous-dominante avant dominante, qui est Fa, La, Ré. Écrivons-le mieux, ce Ré, parce qu'il ne doit pas normalement la petite barre. J'en fais peut-être rire certains, mais je tiens à ces précisions, parce que dans la lecture, après, on a des problèmes quand il y a beaucoup de notes. Il y a les deux barres, le Ré et les notes dans un interligne, précisément. Et j'arrive ici, le La descend sur le Sol dièse, et le Ré monte sur le Mi. Voilà, je suis un peu lent dans cette vidéo, parce que j'y tiens beaucoup, donc je suis lent, je redis les choses et que ce soit extrêmement clair. Je rejoue cet enchaînement. Je l'ai joué précédemment en Ré mineur, le voilà en La mineur. Alors j'ai bien La, Do, Mi, qui devient La, Do, Fa. Maintenant ces trois sons descendent sur Sol, Si, Mi. Ces trois sons, Sol, Si, Mi, descendent sur Fa, La, Ré. Et ce Fa, La, Ré débouche sur la dominante à l'état fondamental. Voilà, je l'ai arpégé pour qu'on entende chaque son. Je joue plaqué. Je pense que chacun reconnaît déjà un petit peu une saveur, si j'ose dire, du XVIIe siècle. Voilà, alors, ça c'est une première chose. Je n'ai fait que répéter ce que j'ai dit en Ré mineur. Maintenant, deuxième chose, j'introduis le chromatisme. Le chromatisme, où se trouve-t-il? Il y a deux notes qui ne sont pas touchées par le chromatisme. Ce sont les deux piliers inamovibles, je peux dire, les deux gros piliers de la gamme, c'est la tonique et la dominante. On ne touche pas à la tonique et la dominante. On ne les chromatise pas, ni on les hausse, ni on les abaisse. Donc le Mi, le La est là, le Mi est Mi. Mais les notes intermédiaires, le Sol et le Fa, ont deux formes. On a, dans un premier temps, je l'écris avec cette couleur, on a Sol dièse, je vais descendre mon petit 6 pour qu'on voit bien ici. J'ai Sol dièse, puis Sol bécard. Je vais même mettre des barres qu'on voit bien. J'aurais dû écrire plus large, mais je pense qu'on se comprend. J'ai donc un accord de Mi majeur qui devient un accord de Mi mineur par abaissement de la basse. Et puis j'ai ici de la même manière un accord de Ré majeur qui devient un accord de Ré mineur. Voilà. Donc j'ai ces deux accords-là qui ont les deux formes majeur-mineur. D'abord majeur, puis mineur par abaissement de la basse. Je me répète, mais je tiens particulièrement à ce que ce soit vu. Je redis, il n'y a qu'un seul accord de tonique. Il n'y a qu'un seul accord de tonique. Il est mineur, parce que nous sommes en La mineur, l'accord de tonique est bien mineur, et l'accord de dominante est majeur, parce qu'un accord de dominante dans le système tonal est majeur. Ces deux accords, on ne les touche pas. Par contre, ces deux-là, ils sont alternativement majeur puis mineur. Majeur puis mineur, majeur puis mineur. Voilà. Remarquons bien, je ne sais pas si c'est très important de le dire, allez, je le dis, que les notes réelles de La mineur, je vais mettre une petite flèche, les notes réelles de la tonalité de La mineur sont le Sol dièse. Réellement, en La mineur, il n'y a pas de Sol bécard. Et pour le sixième degré de la gamme, le Fa, c'est celle-ci qui est la bonne et pas celle-ci. Dans un cas intégré dans l'accord de dominante et dans la gamme elle-même, c'est le Sol dièse qui existe et pas le Sol bécard. Et dans la gamme de La mineur toujours, pour le sixième degré Fa, c'est le Fa bécard qui existe et pas le Fa dièse. Là, on a les deux. Voilà, et puis je formule, moi j'étais en train de réfléchir, je reformule différemment si tant est qu'il soit besoin de reformuler encore. Autrement dit, ici on a un seul accord de La, un seul accord de Mi, mais ici on a deux accords de Mi et deux accords de Ré. Bon, je crois que je me fais comprendre, je ne vais pas peut-être le redire encore une troisième ou quatrième fois. Maintenant je joue ça, alors ça c'est assez intéressant, donc c'est là qu'intervient le chromatisme. Je vais en reparler, de toute façon je vais en parler pendant quelques heures, puisque je vais développer ça sur plusieurs siècles. Ce n'est pas la vidéo qui durera plusieurs siècles, évidemment. La, Do, Fa. Et puis là, je vais sur Sol dièse qui devient mineur. Puis Ré
plaquer. Mi majeur, mi mineur, ré majeur, ré mineur, mi majeur. Ce que je dis n'est pas tout à fait bien, mais je le dis. Hein, quand je dis ré majeur, on est bien d'accord, je parle des accords. Hein. Donc je vais le dire mieux. Tonique, sixième degré, dominante majeure, dominante mineure, sous-dominante majeure, sous-dominante mineure, dominante. Maintenant, au risque de tomber dans un certain mauvais goût, je plaisante, c'est pas bien grave, je vais faire les basses en octave, qu'on les entende particulièrement. Donc voilà. Ouais, je répète chaque accord. Mi majeur, mi mineur, ré majeur, ré mineur. Voilà. Et donc je fais remarquer, on a avoir honte de ce que je dis, mais j'exagère peut-être, c'est pas grave, j'espère qu'on me supportera. Mais je fais remarquer que le chromatisme, je l'avais déjà fait remarquer que chacun s'y reporte dans la vidéo sur la sixte augmentée, j'avais cité Mozart, j'avais cité la fantaisie en ré mineur. Et j'avais montré que le chromatisme a un terrain d'élection, si je peux dire, dans le système tonal. Il se trouve dans le tétracorde supérieur de la gamme. J'entends par tétracorde supérieur les quatre notes du haut de la gamme. La gamme de la mineure étant, avec ou sans dièse, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la. Le tétracorde du dessus, c'est de mi à la, de dominante à tonique. Alors que j'aille dans un sens de la à mi ou de mi à la, je parle bien du tétracorde supérieur. Le chromatisme se trouve bien ici, de la tonique. Je ne fais que me répéter, mais j'y tiens. De la à mi, donc 2 fois le sol, 2 fois le fa, du fait du chromatisme. Voilà, ça c'est très important. Alors ça, au XVIIe siècle, sera très important. Maintenant, il va y avoir une nouvelle chose qui était chez Mozart, justement, qui était à cet endroit quand le fa bécard arrive, puisque chez Mozart, on était en la mineure, donc ça tombe très bien. Chez Cavalli, on est en la mineure. Chez Mozart, dans l'exemple cité, c'est qu'il va se passer une chose. C'est que maintenant, c'est ce que je disais précédemment quand je donnais l'exemple en ré mineur. Je disais que cette note-là pouvait descendre sur le si, mais en fait, elle monte toujours sur le mi. Elle est attirée par cette dominante. On a donc ce point fort ici, cette octave de dominante qui est si fort, hein, qu'on trouve dans l'harmonie classique tonale à 4 voix telle que nous l'avons pratiquée. On a souvent eu le fa qui descend, le mi, le ré qui monte. Je l'ai souvent dit que cette octave est obtenue par un mouvement contraire. On l'a déjà ici. J'espère que chacun comprendra à quoi je fais allusion. Je pense que c'est facile à retrouver de toute façon. Dans la demi-cadence, on a souvent la sixte qui est bien ici, la sixte fa ré qui s'ouvre sur l'octave mi. Alors, ce que je vais dire, j'insiste, j'étais en train de parler du ré qui monte sur le mi. Je vais le rejouer encore, allez. Je le rejoue encore parce que je fais observer maintenant un élément précis, c'est le ré qui monte sur le mi à la fin. Donc j'ai bien mi, fa. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Comme il y a une attirance extrêmement forte mélodique, et c'est ça que je veux dire, c'est ça le fin fond de l'histoire, je tiens particulièrement, c'est que la sixte augmentée, c'est un phénomène essentiellement mélodique, c'est-à-dire que c'est cette voix qui chante, qui veut aller vers le mi. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a de plus expressif pour aller vers le mi, encore plus expressif que de faire ré mi? Eh bien, c'est de faire ré dièse mi. Et donc on peut avoir en 2 étapes ou en une, ré, j'ai écrit un peu trop serré, je m'en excuse, j'aurais dû écrire très large. Je donne toujours le conseil d'écrire large, et je ne le suis pas moi-même. Mais enfin on voit bien ici le résultat, c'est qu'on a un fouillis très vite. Voilà, ré dièse mi, je vais le jouer, donc on voit bien ici ce demi-ton, et du coup ça, c'est une sixte augmentée que je vais écrire plutôt dièse 6. Attention, pas plus 6, hein, dièse 6. Dièse 6, ici qui signifie sixte augmentée, et non pas sixte majeure comme on a déjà dit. Dièse 6 ne veut pas forcément dire sixte majeure, ça veut dire que la note qui est la sixte est un dièse, point à la ligne. Et il se trouve qu'elle est augmentée et pas majeure. Bon voilà, je le fais, mi, j'ai fait timbrer la voix du haut, mi, fa, donc le mi sous forme majeure mineure, le ré
peu, ici c'est très intéressant, parce que dans ce que j'ai joué, le fait d'écrire, des fois on trouve Ré dièse tout de suite, mais c'est bien d'entendre Ré bécard puis Ré dièse, parce qu'on a un espèce de tiraillement, c'est-à-dire que ça tire dans les deux sens. La basse tire vers le bas, j'enlève un peu du gribouillage, la basse tire vers le bas, elle se dirige vers le mi, et le soprano tire vers le haut. C'est-à-dire que le Ré se hausse en Ré dièse, et le dièse s'abaisse en bécard. C'est très intéressant, ce mouvement-là est très intéressant. Et c'est bien, dans toute sa splendeur, la sixte augmentée, la fameuse sixte augmentée, qu'on trouve donc déjà depuis le début du XVIIe siècle, chez par exemple ce fameux Cavalli, mais il y a beaucoup d'autres exemples. Alors, les exemples de sixte augmentée, je ne sais pas s'il y en a tant que ça, je ne vais pas m'engager trop. L'exemple de cet ensemble de sixte et de chromatisme, oui, c'est déjà très courant. Je pense qu'on va trouver la sixte augmentée pas mal, j'ai cet exemple chez lui. Dans l'ouvrage que je proposerai d'exemplification, petit recueil d'exemples, j'en donnerai d'autres de la même époque. Voilà. Je signale aussi l'existence d'une sixte augmentée dès le XVIe siècle. Je donnerai la référence par la suite chez un auteur français peu connu qui s'appelle Lestocar. Il n'est pas très connu en effet. Enfin, il est connu des amateurs de cette musique en tout cas, mais donc il n'est pas très très connu des amateurs, disons les mélomanes habituels de la musique dite classique. Bon, je ne pense pas que tout le monde écoute du Pascal de Lestocar tous les soirs. Eh bien, on trouve déjà cette sixte augmentée au même endroit. Donc, ça, c'est le XVIe siècle. Donc, c'est dire à quel point ça n'est pas quelque chose d'harmonique. À l'époque, ce compositeur ne pensait pas faire un accord de sixte augmentée. De toute façon, déjà, la notion d'accord n'était pas extrêmement précise, puisqu'on pensait strictement horizontalement. Donc, la notion verticale n'était pas vraiment prise en compte, ça c'est déjà une chose. Et donc, encore moins un accord qui serait une sixte augmentée. C'est tout simplement que la voix chantante, la voix de soprano, se haussait, se rapprochait, pour des raisons expressives, le plus proche du mi, créant à cette occasion la sixte augmentée. Voilà. Bon, ça c'est très très important. Donc maintenant j'arrive à ce fameux Cavalli. Je vais donc effacer mon tableau et je vais écrire le texte de Cavalli qui est très très simple. Bon, j'en parle une petite minute. Il s'agit d'un opéra qui s'appelle Egisto, enfin Égiste en français. Cavalli fait partie des compositeurs qui ont écrit pas mal d'opéras dans la lignée inaugurée par Monteverdi avec son Orfeo au tout début du XVIIe siècle. Et puis je signale, allez, n'ayons peur de rien, les références très importantes pour ces compositeurs italien, mais ça ne se cantonnera pas aux compositeurs italiens, ça envahira toute l'Europe et durablement jusqu'à nos jours pratiquement, c'est-à-dire les références à la poésie épique italienne et à la poésie lyrique d'une part et épique d'autre part, qui plongent leurs racines loin dans le passé et essentiellement de l'époque de la Renaissance. Donc il y a eu deux, je les cite quand même, j'ai envie de les citer parce qu'il ne faut pas, on est peut-être un peu hors sujet, mais il y a deux poètes du XVIe siècle italien, du début du XVIe siècle, c'est l'Arioste en français, on dira l'Arioste qui a écrit le fameux Roland Furieux, en français Roland Furieux, qui est un grand texte épique qui relate l'épopée carolingienne, etc. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais toutes les images poétiques qui sont contenues dans cet immense ouvrage, le deuxième étant la Jérusalem délivrée de Tasse, du Tasse en français, Torquato Tasse en italien, ce sont des ouvrages extrêmement importants. Il ne faut quand même pas complètement oublier leur existence, parce que tous ces opéras existent en référence à ça. Ça, c'est la poésie épique, et puis en ce qui concerne la poésie lyrique, la grande référence qui va irriguer tout le XVIe siècle français, des gens comme Du Bellay en France et Ronsard en sont pénétrés jusqu'à la moelle des os, ça il faut le savoir, c'est l'œuvre du XIVe siècle, c'est-à-dire une œuvre déjà antérieure, l'œuvre de Pétrarque. Voilà. Donc toute la poésie qu'on trouve chez Monteverdi, les textes mis en musique, des fois c'est de Pétrarque lui-même d'ailleurs, à tel point qu'on disait, je l'ai peut-être déjà dit à propos de Monteverdi, qu'on disait écrire de la poésie, il y avait un mot qui voulait dire écrire de la poésie, on disait pétrarchiser, je pétrarchise. Ça veut dire j'écris de la poésie. C'est dire à quel point ces références ont été importantes. J'ai l'impression un peu de sortir du sujet, mais pas
pas vraiment, parce que les émotions contenues dans ces poèmes, et notamment les lamentations qui sont extrêmement courantes, autant chez Pétrarque que dans la poésie épique du Tasse et de l'Arioste, on a l'habitude de les nommer avec un article défini, le Tasse, l'Arioste, c'est une tradition qui est restée, qui vient de l'italien évidemment. Ce que je veux dire, c'est que cette poésie, elle est aussi à l'origine de la création de ces enchaînements, en fait. Donc il ne faut pas être toujours, si j'ose dire, je le dis pas méchamment, mais je le dis peut-être un peu vulgairement, planer, c'est-à-dire ne pas savoir ça. Parce que connaître ça sans savoir que les références sont celles-ci, c'est un petit peu dommage. Et je termine là-dessus. Et je parlais donc de ces deux blocs qui sont Pétrarque XIVe siècle et l'Arioste Tasse XVIe siècle. Ces auteurs-là, eux-mêmes s'inscrivant dans la suite, déjà dans le début, voire les prémices de la Renaissance pour Pétrarque, et dans la suite de la Renaissance au XVIe siècle, de la Renaissance italienne pour le Tasse et l'Arioste, ces gens-là étaient imprégnés à un point qu'on a du mal à imaginer. C'était une véritable identification, c'était plus que de l'imprégnation, ils étaient eux-mêmes des poètes de l'Antiquité, c'est-à-dire qu'ils étaient leur objet, leur travail était de ressusciter la poésie et d'une manière générale l'art de l'Antiquité gréco-latine, à tel point qu'ils en étaient, ils s'en identifiaient, ils se pensaient eux-mêmes comme des poètes de l'Antiquité, puisque à l'instar des poètes de l'Antiquité, ils saignaient la tête des lauriers, hein, qui est une image de l'Antiquité. Et donc je vais dire par là qu'un des textes fondateurs aussi de toute cette poésie à laquelle je ferai allusion tout à l'heure à propos de Purcell, compositeur anglais, voilà, donc c'est très important, je disais que c'est italien, mais cet aspect de la culture italienne est omniprésente en Europe partout, donc en France elle est extrêmement présente, mais aussi en Angleterre, puisque la référence essentielle de Purcell est l'œuvre donc de l'Antiquité, je vais citer laquelle, c'est l'Énéide de Virgile. Donc il y a des poèmes épiques qui sont ceux du Tasse et de l'Arioste, mais ils sont précédés par ceux de Virgile, qui lui-même est une imitation d'un poète encore plus ancien que lui, de très loin, qui est Homère, qui est le tout début de la poésie occidentale avec l'Iliade et l'Odyssée, évidemment. Donc il y a cette filiation, et quand on voit cet enchaînement, il en est l'ornement. Pour reprendre un terme antique, d'ailleurs, on parlait d'ornement. Ce n'est pas un ornement au sens ornementation, mais c'est-à-dire, on disait ornement, c'est-à-dire la plus belle exemplification, c'est ça que ça voulait dire. On avait l'habitude de dire en compliment, en latin, on disait « Monsieur, vous êtes le plus bel ornement des lettres ». C'est ce que dit notamment Erasme dans des lettres. Vous êtes le plus bel ornement des lettres, c'est-à-dire vous êtes le plus bel exemple des lettres. Voilà. Donc je tenais à ça, c'est quelque chose qui pour certains semblera hors sujet, je pense qu'on est en plein dans le sujet, au contraire. Voilà. Alors, je vais réécrire encore une fois. J'ai montré les sixtes qui se suivent, c'était bien ça le sujet, j'essaie de bien presser pour qu'on voit bien où je veux en venir. Les trois sixtes qui se suivent, qui sont entourés par les deux états fondamentaux de tonique et de dominant. Donc ça c'est une première chose. Deuxièmement, le chromatisme. Troisièmement, la sixte augmentée, je l'ai aussi montré, donc ça fait trois choses, mais il y a une quatrième chose que j'avais un peu oubliée, qui est en cavale, et donc je vais le montrer. C'est, je vais le dire, ce sont les retards. Voilà, je les explique. Je réécris mon modèle avec le chromatisme ou sans. Je vais mettre les deux sont bons, hein. Les deux sont aussi intéressants. Voilà le La qui reste là. J'écris large hein, cette fois-ci. Puis le Sol, puis le Fa, puis le Mi. État fondamental ici, état fondamental ici. Tonique, dominante. J'écris les accords. Bon, là, c'est comme s'il y avait deux mesures, peu importe. La, Do, Mi. La, Do, Fa. Sol, Si, donc le Do descend sur le Si. Le Si descend sur le La. Tiens, j'écris le ténor, on va l'appeler ténor ou alto, peu importe. Et il descend sur le Sol dièse ici. Hein. On voit bien ici le mouvement conjoint de la basse, La, Sol, Fa, Mi. Et le mouvement conjoint, appelons-le l'alto. Do, Si, La, Sol. Bon, le soprano monte sur le Fa, descend sur le Mi, descend sur le Ré et remonte sur le Mi. Voilà. Alors, je parlais des retards
je les mets, ils sont très importants, c'est pareil, ils sont extrêmement importants, parce que cet enchaînement figurera avec ou sans chromatisme, avec ou sans retard, avec ou sans sixte augmenté. Ces trois éléments apparaissent ou n'apparaissent pas. Je vais par exemple introduire le chromatisme ici, sol dièse, sol bécard, qu'on chiffre donc 6 traits, ça veut dire qu'il ne se passe rien au niveau de l'harmonie. Ici, fa dièse, fa bécard, chiffré 6 traits, voilà. Alors, bon, là j'ai introduit mon chromatisme, et bien maintenant je vais introduire les retards du soprano, c'est-à-dire que le soprano est un petit peu, comment je pourrais le dire, il est un petit peu flegmatique, je ne sais pas si on doit dire comme ça, un peu nonchalant. Et en fait il est expressif surtout, je ne sais pas si c'est de la nonchalance, c'est plutôt de l'expression. C'est-à-dire peut-être un peu le contraire de la nonchalance, puisque l'expression c'est plutôt une tension qu'une détente, hein, on est bien d'accord, donc mon terme n'était pas tout à fait adapté. J'aurai donc le fa qui va traîner et qui va descendre sur le mi. Donc je me retrouve ici avec un accord de sixte qui se chiffre. Alors ça c'est typiquement, c'était déjà le cas ici, je l'avais signalé, que ça, certes, sont des chiffrages d'accords, mais sont aussi des chiffrages d'intervalles, chiffrage des notes du soprano mi, fa. Ça c'est mi, ça c'est fa. Et bien là je vais chiffrer, on va chiffrer 7, 6. C'est-à-dire que ça c'était bien 6, 6. Et là, c'est 7, 6, c'est-à-dire que le fa est un 7. Et c'est un 7 particulier, ça n'a pas d'importance. Mais je le signale, c'est un 7 particulier, c'est un 7 diminué. C'est la fameuse septième diminuée, la septième de sensible en mineur. Sol dièse fa est bien une septième diminuée. Voilà, et de la même manière ici, j'ai non pas ré tout de suite, mais le mi qui traîne, qui crée la dissonance de la septième, qui se résout sur la sixte après. Septième qui devient sixte, mi, ré. Attaqué ou non attaqué, je les lis comme ça, mais souvent au chant c'est lié, ça peut être, peu importe. Hein. On peut les trouver ou liés, ou prolongés, c'est pas les, ou prolongés ou réattaqués. Et puis on peut trouver, donc j'essaie ici de montrer avec ce petit tableau, c'est intéressant, tous les éléments réunis, c'est-à-dire les sixtes consécutives, je redis tout, hein, je voudrais être vraiment bien compris. Les sixtes consécutives, le chromatisme, sol dièse, sol bécard, fa dièse, fa bécard, le 7-6, et puis, en plus aussi, la sixte augmentée ici, c'est-à-dire que la résolution sur ré, la résolution de la septième sur la sixte, se fait sur la sixte augmentée, ça se fait sur le ré dièse. Donc voilà quelque chose qui est très intéressant et qu'on va trouver donc encore une fois, dès le début du XVIIe siècle. Je rejoue tout, la do mi, la do fa, je plaque ça, donc le fa se résout sur le mi, je le rejoue, fa, mais au moment où le fa se résout sur le mi, le sol s'abaisse, le mi doit se résoudre sur le ré, au moment où le mi se résout sur le ré, la basse descend chromatiquement, et en plus le mi se résout sur le ré dièse. Donc ça fait fa dièse, la mi, fa bécard, la ré dièse, mi. J'en profite pour le dire, je reconnais que je suis un peu ironique. N'ayons peur de rien. Je suis un tout petit peu ironique, je le dis. Et si on y regarde bien, certains iront jusqu'à me dire que c'est atonal. Je ne fais allusion à personne, évidemment. Et attention, c'est fa dièse, la mi, tiens, c'est quoi cette histoire? Après, c'est fa bécard, la ré dièse. Je ne comprends pas, ça se sert. Non. Je plaisante, mais je ne plaisante pas complètement, parce que j'entends tellement d'énormités, ce qui m'agace évidemment, ce n'est pas qu'elles émanent d'élèves qui sont par définition des élèves, donc des étudiants en phase d'apprentissage, donc que les erreurs soient présentes, c'est tout à fait normal, elles sont même bienvenues, puisque c'est à partir de l'épreuve, c'est bien connu, de l'erreur, pardon, qu'on apprend. Mais quand ce sont dans des ouvrages de musicologie très 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 sérieux, extrêmement sérieux, devant lesquels il faut se prosterner, c'est un petit peu agaçant. Bon, j'ai jamais lu ça, hein, entendons-nous bien, mais j'en ai entendu tellement que... Voilà. Ce qui est en tout cas intéressant, je le redis, je l'avais dit tout à l'heure, c'est ce mouvement dans deux directions opposées, ici le ré et dièse. Bon, évidemment, tout à l'heure il émanait du mi, et là j'ai le fa bécard. C'est vrai que là, il y a un petit peu pas mal de choses qui se passent. Voilà, j'espère que ma petite remarque ne sera pas mal prise. Voilà, donc je vais passer à
à Cavalli ou Cavalli, selon qu'on le prononce d'une manière ou d'une autre. Voilà, alors là j'ai écrit cet enchaînement tout simplement. Je dis simplement une chose, je resitue, donc c'est bien une œuvre de ce Cavalli, c'est un opéra qui s'appelle Egisto, c'est-à-dire bien sûr en français Égiste. Bon, j'ai noté la référence si chacun veut le retrouver. Je l'ai trouvé d'ailleurs sur internet, hein, je l'avais déjà d'avant, je ne sais plus d'où, le petit extrait que j'avais noté il y a longtemps. Mais je l'ai retrouvé à titre de vérification. Sur internet, on le trouve dans les partitions auxquelles on accède facilement. Et chose un petit peu amusante, la partition à laquelle on accède n'est pas une édition moderne, c'est une édition du XVIIe siècle. Donc c'est une photo tout simplement de tout l'opéra. Donc on trouvera facilement ce passage, c'est l'acte 2, c'est la scène 7. Petite réflexion sur le passage, ça c'est chanté par la voix de soprano qui chante Piangete occhi dolenti, ce qui signifie bien sûr pleurer, yeux douloureux. Enfin, ce qui est bon. Et bien justement, cette image-là, Piangete occhi dolenti, ça vient typiquement des œuvres de l'Arioste et du Tasse, évidemment. Donc la référence est très importante. J'y reviens un tout petit peu. On va la trouver, c'est un petit peu amusant, sous forme un peu ironique, qui est un peu c'est pas une caricature, le mot caricature serait faux. C'est beaucoup plus subtil qu'une caricature, mais dans l'œuvre de Cervantes en Espagne, chez le personnage de Don Quichotte. Don Quichotte est un petit peu un chevalier fou, qui passe son temps, enfin qui en est devenu fou, à lire ces ouvrages-là, c'est-à-dire les ouvrages du Tasse et de l'Arioste, et qui veut vivre à une époque qui n'était déjà plus l'époque de la chevalerie, évidemment, qui veut vivre comme ce chevalier, et donc il y a par exemple, je me reviens en tête, j'en parle, mais non pas de rien, cet opéra qui s'appelle Don Quichotte, oui, c'est Don Quichotte lui-même, un opéra français de la fin du 19e siècle, enfin une période récente, le nom m'échappe, mais ça me reviendra, opéra français, et donc il y a un air très connu qui est Pleurer mes yeux, que je trouve très beau d'ailleurs, on faisait de l'opéra français, Massenet, voilà, je cherchais Massenet, Pleurer mes yeux. Pleurer mes yeux, c'est ça, exactement, c'est cette image-là. Simplement, chez Don Quichotte, elle est un peu ironique, mais chez Massenet, elle ne l'est plus. C'est vraiment ce qu'on appelle donc en italien un lamento, c'est-à-dire un lamento, en français un lamento, on peut dire, oui, voilà, c'est typiquement ça. Donc on retrouve ça. Je montre simplement, la partition est écrite comme ça, j'ai réécrit la partition. Ah oui, je veux dire une autre petite chose, j'ai le texte ici, mais je ne vais pas le montrer à la caméra ici, j'ai imprimé une des pages, je ne sais pas si on le voit, mais c'est un petit charabia ici, une des pages qui est manuscrite, c'est même pas une édition du XVIIe siècle, c'est le manuscrit de l'époque. Hein. C'est assez intéressant, et ce manuscrit n'est écrit que sur 2 portées, comme ça, sans aucune autre indication, et il n'y a même pas le chiffrage. C'est-à-dire que le chiffrage, le claveciniste à l'époque, qui accompagnait la basse, la ligne de basse qui était jouée par le violoncelle, il y avait le clavecin, il réalisait les accords à la lecture du soprano, il en déduisait évidemment l'accord. C'est une chose qui était très évidente, c'est le fameux 7-6 dont j'ai parlé, à l'époque c'était évident, il n'était même pas nécessaire d'écrire le chiffrage. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà ça, je vois la partition, ce qui est très spectaculaire dans cette partition, qui dure, si j'ose dire, 2 pages, j'ai les 2 pages ici, donc comme il n'y a que 2 portées, ça représente pas mal de mesures, eh bien, je n'ai pas compté, j'aurais dû le compter, peu importe, cet élément-là, arrivé ici, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On repart ici. On repart sur un La grave ou aigu, je ne sais pas, peu importe, je pense que c'est grave à chaque fois, voilà. Et cet élément-là redémarre ici, et il est dit X fois, c'est-à-dire quasiment entre 10 et 15 fois, ce qui est quand même assez long, d'autant plus que le tempo n'est pas rapide. Voilà, donc c'est typiquement la basse qui se répète et qu'on va trouver, qui va culminer. Oui, d'une certaine manière, les Anglais vont beaucoup le pratiquer. Les compositeurs que je citerai après Cavalli, après ces Italiens, ce seront 2 Anglais qui sont des Anglais du XVIIe siècle, un plutôt du début et un plutôt de la fin, enfin mort je crois en 1695, je parle de Purcell, et le premier qui lui est un peu antérieur, c'est John Blow. John Blow, Purcell sont des compositeurs qui ont beaucoup écrit ce que les Anglais, j'en parlerai quand ce sera le moment, je le prononce un peu à la française, ground, qui signifie le sol évidemment, c'est-à-dire basse.
et basse obstinée. Voilà, tout simplement. Et là, c'est déjà une basse obstinée qui est chez un Italien, et donc c'est un peu l'origine de ces basses-là qui vont fleurir partout en Europe, y compris chez Jean-Sébastien Bach. Donc on retrouve bien ça. Le petit saut d'octave est intéressant, bon, c'est pas un fait très très remarquable, mais j'ai un La qui est posé ici, c'est-à-dire que c'est le La de la cadence parfaite. Alors on est à 3 temps, attention, on est à 3 temps, et c'est écrit à 3 blanches. Donc on devrait écrire, je me demande si c'est pas écrit d'ailleurs. Oui, c'est écrit, mais c'est difficilement lisible. C'est 3-2, c'est-à-dire 3 blanches. Donc ce que je veux dire ici, c'est qu'on a bien le Mi qui dure les 3 temps. Oh là, pardon, j'ai fait une erreur, je la corrige tout de suite. C'est que le texte est écrit en clé de première ligne, attention. Je l'ai mis bien sûr en clé de sol, c'est pas la peine d'écrire en clé de sol. Donc ça c'est un Mi, hein. C'était pas bon non plus en clé de première ligne. Ré, Mi en clé de sol, attention. On a bien le Ré qui monte sur le Mi, avec une anticipation. Le Fa qui descend sur le Mi. Je reviens à mon premier propos. Il s'agit ici d'une cadence parfaite. Donc ça, cette note-là, on peut dire que c'est la fin de ce qui précède. Et puis le petit motif chromatique démarre ici, c'est-à-dire qu'il y a une petite césure dans la basse ici. Ça fait ça, je rejoue la cadence parfaite qui précède, sous-entendu. Et puis j'ai... Ah, attention, ce sont des blanches rapides, c'est le temps et la blanche. Hein. Et donc on a bien ça, c'est-à-dire brève, longue, hein, et on a bien, ce ne sont pas des valeurs égales, donc c'est la, so, ta, ti, ta. Bon, ça c'est très important. Je voulais déjà insister sur ce premier élément, sur l'élément que cette basse va se répéter X fois, une bonne dizaine de fois, et que le soprano changera à chaque fois. C'est un peu comme des variations d'une certaine manière. Le soprano est différent. Voilà. Maintenant, les accords sous-entendus, c'est La, Mi. Donc c'est bien La, Do, Mi. Donc le claveciniste jouera comme il veut dans la position, La, avec l'harmonisation. Voilà. Donc la note jouée par la main gauche dans le grave est jouée en même temps par le violoncelle, enfin ou l'instrument grave, parce qu'à l'époque ça n'était pas forcément violoncelle. Hein. Ça pouvait aussi être des instruments à cordes pincées, comme les théorbes par exemple. J'invite tout le monde à regarder le théorbe, puisque maintenant on accède très facilement sur internet avec ces fameuses vidéos dont je fais partie désormais. On trouve des pièces de théorbe, c'est très impressionnant. Les théorbes sont des très très beaux instruments. Je fais juste une petite parenthèse, je ne suis pas du tout un connaisseur de théorbe d'ailleurs, enfin je le connais comme ça, mais c'est qu'il y a aussi les luttes, les théorbes et même les luttes théorbées. C'est-à-dire le théorbe est un instrument très très grand dont le manche monte très haut et qui a des cordes sur le manche sur lesquelles on joue comme avec une guitare ou comme avec un violon, c'est-à-dire en appuyant pour modifier la longueur de la corde, et puis des cordes qui sont à côté, qui sont dans le vide en fait, qui sont toujours des cordes jouées à vide. Et il doit y en avoir 6 ou 7, je pense qu'il y en a 7. Et donc on a toutes les notes de la gamme. Et souvent, ces notes graves à l'époque, chez Monteverdi, c'est le cas. Ça n'est pas forcément le violoncelle, qui est une chose déjà un peu moderne pour ces choses-là. Par exemple, chez Bach, ce sera souvent le violoncelle, la basse. Mais à l'époque, c'est souvent les théorbes ou les viols de gambe. Enfin, je ne sais pas si les Italiens, c'était tellement le cas. Viol de gambe, c'est quelque chose de surtout français et anglais. Hein. Bon, voilà. Donc ça, c'est joué par la basse. Le claveciniste réalise ce qu'on appelle réaliser l'accord. Donc là, accord de sixte, voilà, etc. À sa guise, c'est-à-dire qu'il fait l'accord complet, pas trop complet, incomplet, peu importe. C'est à lui de voir en fonction de l'intensité du chant, par exemple. Hein, voilà. Si par exemple il y a un crescendo, évidemment, le claveciniste joue des accords plus complets, plus chargés pour fournir la sonorité. Et si évidemment on est dans les pianos, il réalisera par exemple qu'à 3 voix dans le médium en étant discret, voire en changeant de registre, c'est-à-dire en prenant des registres plus discrets, puisque le clavecin offre ces possibilités. Donc là finalement, il aurait pu, Caval il ne l'a pas fait, il aurait pu écrire le chiffrage 6, 5, 5, accord état fondamental, accord de sixte qui se maintient ici, et puis ici c'est 7-6. C'est 7-6, c'est-à-dire Fa, Mi, 7-6,
Et là, le 6 continue. On est bien d'accord, je fais cette mesure-là. Donc, je vais mettre en rouge ce que je joue comme note en plus. Évidemment, tout le monde aura compris, c'est le Si que je joue en plus. Hein. Ici, ce serait le Do, enfin, c'est le Do. Ici, c'est le Si pour avoir l'accord. Sol, Si, Mi, qui est ici Sol, Si, Fa, qui devient Mi. Donc, le Si continue. Ici, c'est le La. Et ici, c'est le Sol dièse. Voilà les notes que jouera le clavecin, mais pas forcément ici, plus haut. Enfin, ça, c'est un autre problème. Voilà, donc je disais que je jouais cette mesure. J'ai bien Sol dièse avec le Fa qui est attaqué avant Fa, Mi, puis bécard, Mi qui dure, le Mi qui se résout sur Ré dièse, et puis Ré, Mi. C'est-à-dire que ça, c'est une manière d'appuyer un peu Ré, mais c'est aussi en fonction du texte, évidemment, parce qu'il y a des syllabes à chanter. Voilà, c'est tout ce que je voulais montrer, mais ça, d'une certaine manière, je l'avais déjà montré avant. Ce que j'avais écrit était exactement la même chose. Là, il y a une petite différence, c'est la mesure à 3 temps. Puis une autre chose que je trouve intéressante, c'est le fait que, moi, ce que j'avais montré dans mon premier exemple, c'était que quand la septième se résolvait, le Fa descendait sur le Mi, le Sol devenait bécard. Bien là, non, le Fa descend sur le Mi, puis le bécard arrive après. Là, j'ai 7, alors je complète mon chiffrage, j'ai 7 puis 6, et le bécard arrive après. Et puis là, j'ai l'accord de dominante. Et ça, c'est une dominante. Et évidemment, on redémarre sur tonique, c'est-à-dire qu'on se retrouve là. Et évidemment, l'air continue, cet air de déploration, hein, des pleurs, pianget, évidemment. Il y a beaucoup de ce terme pianget, ou kio, pianga, etc. Peu importe, il y a beaucoup de... Ça revient beaucoup, les yeux aussi, c'est très important. Tout ça, c'est des images attachées à la poésie épique et à la poésie lyrique aussi. Les yeux sont très importants. Le terme œil, okyo, oki ici au pluriel, est très courant. Ce terme-là, enfin, tous ces termes sont très marqués. Hein, ils sont très marqués. Et, je le redis au risque d'être lourd, ils viennent de l'Antiquité, parce qu'ils sont chez Virgile dans l'Énéide, mais en latin, donc dans des formes un peu différentes, même très différentes. Voilà pour cet exemple italien de la première moitié du XVIIe siècle.